qui est l'un des dirigeants du cabinet Orcom International. Orcom International, c'est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui est spécialisé en grande partie sur les rapports, les échanges, les investissements croisés entre la France et l'Italie, et aussi sur les problèmes fiscaux qui peuvent surgir à propos de ces investissements. Alors, Xavier Poulet-Goffard est un expert comptable et commissaire aux comptes, et c'est l'un donc des dirigeants de ce cabinet Orcom. Alors, ce que je vais vous demander, Xavier, pour commencer, c'est le niveau de votre activité. Est-ce qu'il y a encore des séquelles du Covid ou est-ce que ça a repris à un rythme à peu près normal? Alors, avant toute chose, merci beaucoup de cet entretien qui est maintenant assez périodique. Oui. C'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver. C'est le 14e et c'est toujours un plaisir et un honneur d'être ensuite interviewé par vous d'abord et puis d'être partagé un temps avec vos lecteurs et vos auditeurs. L'activité, elle est bonne, elle est solide. Je pense que c'est le terme qu'on peut employer. Nous sommes experts comptables et commissaires aux comptes, donc nous sommes des professionnels du flux économique, de sa structuration comptable, de sa structuration fiscale, de sa structuration administrative, de sa structuration aussi sociale, notamment sur les payes et sur toutes les formalités autour de ces éléments-là. Donc, vous l'avez dit, nous avons une forte empreinte italienne, oui. Puisque donc, moi je suis d'origine italienne, de Bergame pour être précis. D'autres collaborateurs, d'autres directeurs de mission sont aussi italiens eux-mêmes ou d'origine, donc on a une forte empreinte italophone. On est aussi très spécialisé sur l'international en général, on va dire. Donc on a cette double capacité à accompagner les sociétés et les personnes qui sont en provenance d'Italie et qui viennent en France. Je m'occupe également du flux contraire, c'est-à-dire les entreprises et les personnes françaises qui vont vers l'Italie. C'est important d'être un peu autour de cette frontière sur les deux champs, puisque évidemment une entreprise ou un dirigeant, lorsqu'il passe une frontière, ce n'est pas simplement un point final en général, c'est un point pour un marché, pour une situation, mais il y a mécaniquement des flux retour. Quand une entreprise s'implante en Italie ou une entreprise italienne s'implante en France, derrière il va y avoir des dividendes, donc une fiscalité autour de ceci éventuelle. Il va y avoir des flux commerciaux, donc de la TVA peut-être. Il va y avoir des questions de douane, si jamais il y a du commerce en dehors de l'Union européenne, mais autour de cette implantation franco-italienne. Donc les notions de douane, les notions de déclaration douanière, de TVA, de fiscalité des échanges sont au cœur de notre expertise. Et comme nous sommes dans un environnement de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de questions et voilà, on tente modestement d'avoir de plus en plus de réponses aussi précises et fiables possibles. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, d'après non seulement ce que vous savez, mais d'après vos activités aussi, est-ce que vous avez l'impression que les échanges entre la France et l'Italie sont équilibrés, ou est-ce qu'il y a un déséquilibre? Est-ce qu'il y a davantage d'entreprises françaises qui vont en Italie ou davantage d'entreprises italiennes qui viennent en France? Alors c'est assez globalement équilibré et de manière structurelle. Nos deux pays échangent beaucoup. Les principaux investisseurs en France sont des entreprises et des dirigeants originaires de pays limitrophes, ce qu'on appelle les IDE, donc les investissements directs étrangers qui s'implantent en France, sont pour leur grande majorité européens. Bien sûr, il y a un flot, pour la France en tout cas, très important avec les États-Unis également, mais au-delà de cet échange-là, on est d'abord sur des échanges quand même avec des pays limitrophes, donc Allemagne, Italie, Espagne, et c'est la même chose pour l'Italie.
Les chiffres que publient les différentes institutions autour du commerce extérieur le confirment chaque année. Après, il peut y avoir des variations entre les places des origines et des destinations, mais de manière structurelle, la première source de commerce avec l'étranger, pour l'Italie comme pour la France, ce sont d'abord les pays européens, d'accord, en quantitatif. Après, il y a des spécialités évidemment sectorielles très fortes, françaises, italiennes, qui là aussi sont bien définies depuis longtemps. Le monde du luxe, le monde de l'assurance, le monde de la banque, le monde de l'agroalimentaire, mais aussi le monde de la mécanique, de précision notamment. On a un certain nombre de clients dans ce secteur d'activité. Et puis il y a aussi on va dire les éléments personnels qui sont liés au patrimoine, pour ce qui est des familles françaises qui ont un pied-à-terre ou une maison ou un bien familial hérité en Italie, et inversement pour les Italiens qui, soit parce qu'ils ont décidé de passer un bout de leur carrière en France, donc on fait l'acquisition d'un bien immobilier, soit parce qu'ils l'ont hérité dans le cadre d'une transmission patrimoniale. Donc il y a aussi ces mécanismes de gestion et d'organisation du patrimoine qui sont au détour de l'accompagnement des entreprises, souvent des questions aussi qu'on nous pose et auxquelles on est évidemment capable de répondre. Voilà, donc ça c'est très important pour nous. Il y a aussi, justement, puisqu'on parle de l'immobilier, il y a quand même aussi un mouvement qui est assez important finalement, de personnes qui achètent un bien immobilier, d'Italiens qui achètent un bien immobilier à Paris, ou de Français qui achètent un bien immobilier en Italie, beaucoup à Venise par exemple, à Florence aussi, mais pour des raisons qui finalement ne sont pas du tout commerciales ou économiques, mais simplement peut-être culturelles ou activités de loisirs, c'est-à-dire des gens qui aiment bien venir passer 3, 4, 5 semaines par an à Paris, n'est-ce pas, et qui préfèrent avoir un pied-à-terre plutôt que d'aller à l'hôtel, n'est-ce pas. Et alors, est-ce que ce marché immobilier est stable, ou est-ce qu'il est en croissance, ou est-ce qu'il est en décroissance? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Bien sûr, alors il y a un mécanisme que nous ressentons à notre petite échelle, hein. Encore une fois, on n'est pas sur des données macroéconomiques, donc des différents pays, mais en tout cas de notre expérience, de notre petite fenêtre. C'est, on va dire, 2 dernières années, peut-être qu'il y a eu un moment de passage, pour ne pas dire bascule, mais au moment de passage autour du Covid, on a eu beaucoup plus de demandes autour des questions de transmission patrimoniale. D'accord ? Transmission aussi générationnelle, d'accord, qui sont liées parfois à des problématiques de gouvernance d'entreprise. Et dans le cadre de ces gouvernances d'entreprise, quid de l'immobilier personnel et professionnel. Et lorsque les familles d'entrepreneurs avaient un peu des deux sur le territoire, ils décident aussi d'organiser la transmission un peu des deux ensemble. D'accord ? Donc c'est des questions de structuration patrimoniale transfrontalière d'une certaine manière, donc que nous faisons aussi main dans la main avec des partenaires italiens, d'accord, hein, soit des confrères, soit des avocats, avec qui nous travaillons beaucoup en très grande intelligence. Donc nous sommes évidemment capables d'avoir cette vision binationale sur ces problématiques transfrontalières qui effectivement permettent ensuite lorsqu'on est dans une phase de transmission opérationnelle d'une entreprise par exemple, si par ailleurs le patrimoine personnel a été bien organisé, ça permet aussi de constituer un relais et un passage de flambeau beaucoup plus calme et apaisé. Hein, la gestion patrimoniale, c'est aussi, et peut-être avant tout, mais en tout cas c'est aussi une gestion psychologique des rapports familiaux. C'est toujours un élément qu'on ajoute quand même dans notre conseil, c'est de dire, voilà, n'oubliez pas cet élément-là parce qu'il y a 2 ou 3 appartements en France,
en plus de votre emplacement professionnel, de votre usine, de votre bâtiment professionnel. Ne les oubliez pas parce qu'à un moment donné, ça peut servir de bien de rapport pour la propriétaire qui va venir ensuite développer l'activité ou qui va peut-être venir s'installer avec sa famille, etc. Donc, il faut bien l'organiser là aussi, parce que ce sont des facilités de travail. Et alors, je voudrais vous demander votre opinion, non seulement professionnelle, mais aussi personnelle, enfin votre sentiment. Est-ce que, je voudrais parler de l'attractivité, est-ce que la France est toujours très attractive pour les Italiens et est-ce que l'Italie est toujours attractive pour les Français? Alors, je fais régulièrement des tournées en Italie, auprès de mes clients, auprès de confrères, auprès d'avocats ou de professionnels qui conseillent les entreprises. Et je fais également beaucoup de déplacements auprès de dirigeants, de chefs d'entreprise, de start-up françaises tournées vers l'international. Dernier déplacement, c'était pas plus tard que cette semaine. Donc je suis allé de Milan jusqu'à Udine, donc c'était quand même un bon parcours. Et il m'a été confirmé que le marché français était un marché d'intérêt, de fort intérêt. Bien entendu, ça dépend peut-être des secteurs. Il y a eu des secteurs qui, comme partout, ont peut-être souffert plus que d'autres. On pense au secteur de la restauration, on pense au secteur de l'hôtellerie. Mais par exemple, dans le secteur de la construction, je pense à quelques entreprises qui sont dans la construction de très haute précision. Donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises de cette nature dans le monde. Le marché français est un marché d'avant-garde. Oui. Parce qu'il y a, alors c'est historique en France, mais en tout cas en ce moment c'est le cas, de grands travaux qui sont lancés, de grands chantiers aussi, de rénovation, de refonte de réseaux, de circulation, du gaz parfois. Donc ça, ça suscite évidemment le fort intérêt d'entreprises étrangères. Je rappelle que pour certaines entreprises notamment étrangères, il est tout à fait possible de concourir aux gare des mercati pubblici. Oui. Donc les marchés publics représentent aussi, en Italie comme en France d'ailleurs, une source potentielle de pénétration dans un marché. Et à ce titre, la France et l'Italie restent des pays très attractifs. Mais il n'y a pas là un problème de renchérissement des matières premières, des matériaux de construction, ça, parce qu'on en parle beaucoup, c'est un secteur où l'inflation est, je dirais, galopante. Non, vous avez raison, je crois que c'est un problème qui dépasse, cela dit, la seule relation franco-italienne. C'est un problème assez général, les économies sont quand même assez imbriquées, sans faire trop de généralité. Et donc, on est dans une économie mondiale où il y a énormément d'interdépendance, évidemment plus qu'à une certaine époque, du fait aussi de l'exposition à certains pays producteurs, comme à une époque, les pays asiatiques en premier lieu, peut-être pour rester sur ce qui se dit en ce moment. Donc évidemment, on est sur des chaînes de production qui sont délocalisées, de manière assez intensive, et donc il y a aussi une forte dépendance aux mécaniques de transport. Et le transport, ça consomme de l'énergie. Donc c'est un des éléments, évidemment, qui expose à des surcoûts énergétiques. Moi, j'ai aussi visité quelques Confindustrie. Je rends également visite à certains clusters en France. Et il y a des entreprises très dynamiques qui ont réorganisé ou qui ont juste mis en place une chaîne de production et une chaîne de valeur un peu différente de la mode d'organisation des années 80-90. Beaucoup plus ramassée, avec des structures de production qui sont quand même dans une zone géographique de plus grande proximité, alors pas forcément toujours renationalisée, mais avec une plus grande proximité, ne serait-ce que sur un créneau horaire plus accessible, qui nécessite quand même moins de déplacements aussi pour les dirigeants et les chefs de projet dans leurs opérations de supervision et de contrôle, d'accord, ce qui permet quand même d'être en plus grande réactivité aussi. Il va y avoir
probablement, c'est ce qu'on commence à voir chez certains de nos clients, une relation au stock qui va être un peu plus forte. Le stock va reprendre un peu plus d'importance probablement dans l'actif des entreprises, puisqu'il faut se prémunir vers des ruptures qui, pour l'instant, sont encore très présentes en termes de danger pour une entreprise. Rupture de stock, c'est quelque chose d'assez vivace en ce moment, et personne ne sait dire à quel horizon de temps ce risque va s'assainir. Donc, on s'attend, dans les bilans des années à venir, au moins 2 ou 3, à avoir une nouvelle importance de la ligne stock, voilà, pour se prémunir justement contre ces ruptures. Mais la crise que nous venons de traverser, et qui d'ailleurs malheureusement n'est pas encore finie, enfin, parce qu'il y a des séquelles, elle a quand même eu quelques effets bénéfiques, et même très bénéfiques. Je pense par exemple à la relocalisation d'entreprises, n'est-ce pas, qui étaient parties vers l'Asie ou vers l'Afrique. Et je pense aussi au fait qu'on construit, on programme des usines pour produire certaines choses qui étaient jusque-là importées. Je pense par exemple aux semi-conducteurs, je pense aux batteries électriques. Et est-ce que ce phénomène de relocalisation a été plus important en France ou plus important en Italie? Non, je pense que d'une certaine manière, il n'y a pas de compétition à créer entre nos deux pays sur cet élément-là. Je pense que ça a été, de manière assez factuelle, un mouvement assez général, d'aller chercher dans des pays, on va dire, à bas coût, humain malheureusement, des éléments de production pour ensuite les refaire circuler sur le marché, notamment européen. Je pense qu'on est dans une autre phase. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des désinvestissements de ces pays-là. Je ne le pense pas. Je ne le vois pas en tout cas. Les relocalisations ne sont pas encore arrivées. D'abord parce que c'est très difficile de relocaliser. Parce que après autant de temps, sans d'éléments de formation, avec une structure aussi de charge sociale et de fiscalité qui est très différente, vous n'allez pas relocaliser en un claquement de doigts. Donc, il y a une tendance quand même. Il y a en tout cas une thématique qui s'installe. On va le dire comme ça. Et je pense que les dirigeants qui ont aujourd'hui la possibilité de se poser la question vont l'arbitrer différemment. Voilà. Par contre, relocaliser ce qui a été délocalisé va peut-être prendre un peu plus de temps que seulement de le dire. Ce qui est possible également de voir, vous savez que notre entreprise est aussi installée en Asie, aux États-Unis. Ce sont des économies qui ne sont, depuis longtemps maintenant, ce ne sont plus, notamment l'économie chinoise, ce n'est plus une économie de production, c'est une économie de consommation. Donc il y a aussi beaucoup d'entreprises qui vont produire sur place pour vendre sur place, pas simplement pour fabriquer à moindre coût et ensuite vendre en France, en Italie, en Allemagne. Donc je pense que les actifs que les entreprises ont installés dans ces pays-là vont probablement être employés à une autre destination marchande, c'est-à-dire vendre plus local sur le périmètre asiatique peut-être. Voilà. Mais, moi j'ai l'impression, c'est une impression personnelle, mais vous allez me dire si elle correspond à la vérité, j'ai l'impression que aussi bien la France que l'Italie sont en quelque sorte moins dépendantes des échanges et des rapports économiques avec la Chine que d'autres pays européens. Par exemple, je pense à l'Allemagne, par exemple, qui a beaucoup plus de rapports avec la Chine que... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est seulement une impression ou est-ce que c'est vrai? Non, alors peut-être que c'est une question de communication. On dit il y a quand même une grande désindustrialisation
quand même sur les 50 dernières années. Est-elle partie exclusivement en Asie? Peut-être pas. Mais cela dit, il y a quand même, nos économies sont quand même très imbriquées avec la Chine ou l'Asie en général. Je ne sais pas si c'est un mal en soi. Je pense qu'il ne faut pas le qualifier, il faut le constater. Moi, je suis expert comptable, je suis économiste par ailleurs. C'est plutôt un constat qu'il faut faire et peut-être faire de toute chose une opportunité. L'Asie est un territoire regorgeant de promesses pour l'avenir, par ailleurs. C'est aussi, la Chine a aussi, dans son développement, été capable de créer une ville comme Shenzhen ou comme Shanghai, qui sont des hubs de technologie et de modernité. Donc, les entreprises qui y seraient déjà implantées, ou en tout cas dans les environs asiatiques de la Chine, peut-être qu'il faut qu'ils regardent leur implantation asiatique comme aussi une opportunité de s'adresser à ce pays, à ce marché, avec ce qu'ils ont à offrir, bien sûr. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas, en économie, faut tenter de ne pas être idéologue, il faut regarder les faits. Et de surcroît, un expert comptable et un commissaire aux comptes se doit de regarder les faits. Donc il y a un investissement, lorsqu'un investissement a été réalisé en Asie, le relocaliser est très compliqué. Peut-être lui donner une nouvelle destination serait probablement une option la plus facile à mettre en œuvre, on va dire. Voilà. Il y a ces derniers mois, avec tout ce qui s'est passé, qui continue à se passer dans le monde, par exemple la guerre en Ukraine, par exemple la fermeture de la Chine, qui maintenant se rouvre, n'est-ce pas, mais à cause de la politique zéro Covid, on a entendu, moi, on pourrait les appeler les oiseaux de mauvais augure, qui prévoyaient, qui annonçaient de grandes catastrophes économiques, climatiques, catastrophes de tout genre pour le monde, n'est-ce pas, et en particulier pour l'Europe. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça comme disons des prévisions qui n'ont pas vraiment de fondement, ou est-ce qu'il faut se préoccuper sérieusement? Et vous-même, quelle est votre opinion d'un point de vue personnel? Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? C'est toujours un peu difficile, que je me considère encore jeune. Ça me serait difficile quand même que, en tant que peut-être plus âgé, mais quand même encore représentant d'une tranche d'âge qui a la vie devant soi, d'être pessimiste. Enfin, sinon, à titre strictement personnel, là, je n'engage pas ni Orcom ni ma profession, mais oui, je suis un garçon plutôt optimiste de nature, et je crois qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui vont transformer les rapports économiques, notamment, si on reste là-dessus. Nous, en tant qu'experts comptables, là je reprends ma casquette de directeur général délégué à l'international d'Orcom, on voit par exemple un élément important dans le changement des rapports économiques qui va être la facture électronique. La facture électronique est déjà installée dans une certaine partie du tissu économique français, puisque nous devons passer par une plateforme publique pour s'adresser au secteur public lorsque nous commerçons avec, mais il va se généraliser. C'est un plan qui va courir sur les prochaines années. L'Italie l'a déjà fait. Donc ce sont des mutations importantes auxquelles notre profession va faire face, et avec beaucoup de joie et beaucoup de réjouissance, parce que tout changement apporte aussi des opportunités. La dataïsation de l'économie, qui est un peu le pendant macroéconomique de la facture électronique, oui. C'est un élément important aussi de la transformation qui va durer là, pas quelques années, qui va durer 30 ans. Oui. J'allais d'ailleurs vous le demander, ce problème de la facturation électronique qui se généralise maintenant. Oui. Alors pour moi, vous employez le mot problème. Moi, c'est ni un problème, ni une solution. D'ailleurs, c'est un fait. Oui, souvent, on a tendance moi, j'ai tendance en tout cas à regarder les choses comme il y a des hypothèses de travail. Voilà. Donc, il y a une facturation électronique, probablement pour fluidifier
les échanges, pour les structurer aussi, pour permettre aux administrations de procéder à des contrôles quasi automatiques. Donc engager aussi une autre forme de dialogue avec les acteurs privés. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Une administration publique qui est plus dans un dialogue avec des experts comptables, avec des avocats, avec des dirigeants, eh bien c'est un climat économique qui est apaisé. Donc nous le voyons lorsque j'accompagne régulièrement mes clients, mon associé fait de même. Chez Orcom, on a une grande expérience aussi de l'accompagnement client en cas de contrôle fiscal, contrôle URSSAF. Évidemment, quand l'administration est face à quelqu'un qui a volontairement éludé l'impôt, bon, en général, ce n'est pas notre client, mais évidemment, il montre les muscles, mais la plupart du temps, c'est un dialogue extrêmement serein, extrêmement constructif. Et je pense qu'il faut s'en réjouir. C'est quand même la garantie d'une forte stabilité économique, d'avoir un dialogue apaisé avec les représentants des administrations. Et pour l'attractivité, si on en revient aussi à ce sujet, des pays qui sont attractifs, ce sont des pays où il y a un climat institutionnel extrêmement solide et extrêmement stable. Le dialogue avec les institutions sur les volets qui sont les nôtres, donc administration fiscale, administration sociale, le fait d'avoir un dialogue apaisé et serein, lorsqu'il y a de la bonne foi de la part des acteurs privés, ça constitue un élément d'attractivité. Ça, c'est très clair. Et cette facturation électronique, pour y revenir, implique qu'il y ait quand même du personnel qualifié et qu'il y ait eu une formation. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que la formation est suffisante ou est-ce qu'il faudra aller plus loin? Alors, chez Orcom, nous sommes très mobilisés enfin, ça a toujours été quand même un élément décisif dans la croissance d'Orcom avant que j'y rentre et aujourd'hui évidemment encore, d'être toujours en veille extrêmement active, précise sur les évolutions structurelles des échanges de données et de flux entre les acteurs privés entre eux et entre les acteurs privés et les administrations. Il y a eu la DSN, pour prendre un exemple récent, sur les échanges sociaux. Donc là, ce sont les données de paye dont la transmission devenait plus électronique. Demain, il y aura la facturation électronique. Ici, à l'international, on a la chance d'être exposé aux avancées et aux mutations des autres économies, d'autres pays. Donc on sait aussi ce qu'il s'y passe et comment les choses ont changé. On sait aussi, moi j'ai une conviction personnelle, mais que je mets au service aussi du cabinet, bien sûr, mais ma conviction personnelle, c'est que plus il y a de mutations technologiques et plus il y a de complexification. Plus il y a de complexification, plus il y a besoin de sachants. Plus il y a besoin de sachants, à charge pour nous d'en être, mais les dirigeants, les propriétaires, pour revenir un peu au patrimoine, les dirigeants d'entreprise ou les propriétaires de biens, d'actifs, vont avoir besoin aussi d'être toujours plus éclairés dans un monde à la fois qui change, mais qui se complexifie surtout, qui se densifie. Et donc, nous, experts comptables, et en particulier chez Orcom, nous avons ce positionnement important, et c'est ce que nous faisons au quotidien auprès de nos clients. Donc, c'est absolument pas une menace, je pense même que c'est une chance et une opportunité. Et plus généralement, cette dataïsation de l'économie, voilà, ça fait partie des mutations que nous allons subir, que la jeune génération va vivre totalement. En 30 ans, les choses vont complètement se transformer. On parle aussi de technologie blockchain, de différentes technologies qui peuvent transformer les rapports économiques. Le simple fait de sécuriser de l'information, et ça compte beaucoup, ça va être effectivement l'épopée à venir. Voilà. Écoutez, vous avez tracé un tableau, sinon vraiment positif, mais en tout cas très encourageant de la situation, notamment en ce qui concerne les rapports, les échanges entre la France et l'Italie, mais plus généralement en ce qui concerne
l'évolution de l'économie mondiale. Et donc, il me reste à vous souhaiter tout le bien possible pour Orcom, qui, d'après ce que j'ai compris, est encore en pleine activité, en plein développement aussi. Donc, oui, je vous remercie. Effectivement, Orcom a continué sa croissance, sa structuration, son développement. On en est très heureux. Sur l'international, depuis un an maintenant, nous sommes aussi à Miami, qui est un emplacement très important aux États-Unis. Et nous avons aussi renforcé notre accompagnement à Londres, puisque nous avons maintenant une équipe de 30 personnes, avec donc des commissaires aux comptes et des experts comptables. Aux États-Unis, nous sommes maintenant 70, donc c'est une très belle équipe, probablement une des premières d'accompagnement des sociétés européennes aux États-Unis. En Asie, nous sommes toujours aussi nombreux, puisque c'est quand même un territoire qui est très dynamique, qui a ses particularités, hein, bien sûr. On vient de le dire, on ne va pas y revenir, mais qui est très dynamique. Et puis ici à Paris, sur l'international, nous sommes maintenant une cinquantaine, donc on se développe bien. Le cabinet Orcom, au-delà de l'international, continue ses développements en France. Hein. On a lancé le pôle Terre et Mer durant l'année, sur l'année 2021 et puis surtout en 2022. Donc ce sont pour nous des croissances importantes. Très bien, je vous remercie et je vous donne dès maintenant rendez-vous pour un 15e entretien. Celui-ci était le 14e. Maintenant, c'est devenu... En 2023. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.